Bienvenue à toutes et à toutes, bienvenue à tous et à toutes, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre sur Télé 50. Vous êtes très nombreux à Kinshasa, en province, en Afrique et dans le monde. Vous aimez ce magazine d'interaction, bien que le téléphone ne soit pas encore au rendez-vous avec justement les instructions du CESAC, qui est le Conseil supérieur de l'audiovisuel en République démocratique du Congo. Eh bien, nous allons continuer justement ce magazine d'interaction. Aujourd'hui, néo-esclavagisme, comment l'abolir? C'est justement la thématique qui nous intéresse ce matin. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Kitoko Michel, président de l'Union des Africains UDA. Bienvenue. Bien, merci. Vous êtes également écrivain accidentel parce que vous avez publié, en dehors de Code Noir, vous avez publié le recueil intitulé L'homme noir dans la lumière de l'existence. Voilà, donc c'est un recueil qu'il faut absolument lire. Et vous nous en parlerez également dans ce magazine. Alors, nous commençons par le commencement. Nous devons faire le point sur le passé de l'esclavage et ses conséquences actuelles dans le monde, avant justement de voir comment on peut abolir les néo-esclavagismes, si réellement il existe. Alors, est-ce que nous pouvons faire le point sur le passé de l'esclavage dans le monde? Tout à fait. Et vous voyez le recueil du Code Noir tel que c'est indiqué. Le Code Noir, ce n'est pas moi qui ai intitulé le Code Noir. Le Code Noir existait. Le Code Noir, c'est un livre, à la limite, je peux l'appeler une constitution qui a géré les esclaves à l'époque. C'est le texte le plus monstrueux que l'humanité a produit il n'y a pas très longtemps, notamment pour gérer les esclaves qui étaient considérés comme des biens meubles. Parce que ces esclaves n'étaient pas considérés comme des êtres humains, ils étaient considérés comme des biens meubles, qu'on pouvait les déplacer quand on veut, qu'on pouvait les vendre quand on veut, qu'on pouvait dicter leurs règles de vie et de modes de vie quand on veut par le maître. Alors, justement pour connaître, pour éclairer, parce que vous dites dans l'avant-propos de ce recueil, vous dites que plus des hommes sont libres, plus ils sont éclairés. Et comment pouvoir les éclairer sur ce passé? Qu'est-ce qu'il y a eu et qu'est-ce qui a réellement changé? Voltaire l'a dit, plus les hommes sont libres, plus ils sont éclairés. Et vous voyez, on ne peut pas être dans des conditions de l'esclavage, de l'asservissement, pour être éclairé sur quoi que ce soit. La liberté, c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose inhérent qu'aspire tout être humain, tout individu. Et d'ailleurs, la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule dans plusieurs articles qui dit, surtout l'article 4, qui interdit farouchement les conditions, l'esclavage vis-à-vis de l'être humain. Donc tout être humain aspire à une liberté, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa langue, quelle que soit sa couleur, quelle que soit son opinion politique, quels que soient les statuts, quels que soient les statuts juridiques ou internationaux du pays ou du territoire auquel il appartient. Voilà, donc dans ce recueil, vous dites, le 4 février 1794, la Convention décrète l'abolition de l'esclavage, mais le décret n'est pas appliqué. Donc en 1802, les décrets d'annulation sont annulés. Retour au Code Noir, ce n'est que le 4 mars 1848 que l'esclavage est aboli et le Code Noir caduque. Cela signifie quoi? Tout à fait, parce que caduque dans le sens que ce n'est qu'en 1802, le Code Noir qui était déjà aboli, c'est-à-dire que le pratique de l'esclavage, de traite négrière et tout ça, qui était déjà aboli à l'époque. Et voilà un Napoléon Bonaparte à l'époque, lors du traité d'Amiens, le traité rendant la paix entre la Grande-Bretagne et puis la France, rétablit l'esclavage en même temps. Donc quelque chose qui était déjà interdit à l'époque, Napoléon Bonaparte l'a rétabli, ce système d'esclavage. Et c'est comme ça que l'esclavage était perpétré jusqu'à l'abolition définitive par Victor Churchill. Vous voyez? Donc, cette pratique fait que pendant une très longue période, on peut interdire l'esclavage, mais ça peut toujours revenir. Voilà pourquoi nous rééditons ce recueil pour faire attirer l'attention non seulement de la communauté internationale, mais aussi de nos enfants, de nos arrière-petits-enfants, de façon qu'ils ne tombent plus dans le piège du passé.
qu'on fasse attention. Alors, avant de revenir justement sur les retombées de votre action, je dois signaler que vous êtes votre UDA, votre association Union des Africains, et donc à son siège en France. Et c'est là que vous habitez, en Europe justement. Depuis combien de temps? Ça fait plus de 15 ans que j'habite la France. Ça fait plus de 15 ans que j'habite la France. Et ça fait plus de 10 ans que je milite dans le milieu associatif pour défendre l'intérêt des Africains et de l'Afrique. Donc vous êtes activiste des droits de l'homme. Je suis activiste des droits de l'homme. Je suis activiste très particulièrement de la défense de la question des Africains et de l'Afrique. Justement, l'Union des Africains en Europe est née quand et quels sont ses principaux objectifs? L'Union des Africains est née en 1990 dans le milieu étudiant. Vous voyez, quand j'étais étudiant à l'université, d'abord à Marseille, puis à Amiens, après avoir terminé toutes mes études d'abord au Maroc, j'ai intégré le milieu universitaire pour parfaire un peu ma connaissance en droit public et sciences politiques. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'il va falloir qu'on puisse monter une structure qui permette que les Africains puissent se défendre d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que les Africains étaient indexés. On n'avait pas la même façon de voir les choses, on n'était pas considérés de la même façon dans le milieu étudiant et même dans le milieu de travail. Cela a permis que tout légalement, selon la loi 1901 de la France, on permet aux groupes d'individus de créer une association légalement reconnue. C'est comme ça que cette association a été créée, Union des Africains, qui a pris réellement de l'ampleur parce que nous avons eu des soutiens de taille tels que Aimé Césaire qui, avant sa mort, m'avait reçu à Martinique dans son bureau pour me donner, me signifier. Justement, on voit là les photos, on vous voit sur cette photo avec Aimé Césaire, un des grands, donc des pionniers de la littérature négro-africaine, défenseur acharné de droits de l'homme noir. Justement, ça c'est dans son bureau à la Martinique. Ça c'est dans son bureau à Martinique. Et voilà, ça il m'a reçu. 2 mois, je suis parmi les dernières personnes qu'Aimé Césaire a reçues dans son bureau à Martinique, parce que 2 mois après, il était décédé. Il était mort. Et dans l'entretemps, j'avais bénéficié vraiment des conseils, de l'appui. Et nous sommes en train de travailler pour ériger un monument à mémoire d'Aimé Césaire dans la ville où j'habite, dans la ville où le Code noir était rétabli par Napoléon Bonaparte, la ville d'Amiens. Alors, nous voulons, pour les téléspectateurs, revenir un peu d'une manière succincte sur les éléments chronologiques de l'abolition de l'esclavage dans le monde. Les éléments chronologiques, si on peut en parler un peu, avant de passer justement à l'essentiel de notre sujet du jour. Ok, vous voyez, l'esclavage, comme vous l'avez dit tout à l'heure là, c'est quelque chose, c'est une pratique qui existe. C'est une pratique que nous devons combattre. C'est une pratique qui a existé même avant l'existence même de la Bible, hein, parce que même sur le plan spirituel, on parle de l'esclavage à des textes bibliques, on parle de l'esclavage. Ce sont des pratiques qui ont existé, ce sont des pratiques inhérentes à la vie humaine, et ce sont des pratiques qu'il faut combattre. Donc maintenant, chaque ethnie, chaque groupe d'individus a le mode de régulation de cette problématique pour voir comment on peut l'abolir. Mais sur le plan universel, là, à ce qui concerne le Code noir, c'était un texte vraiment le summum de l'immoralité, je dirais, qui a fait qu'on puisse gérer des êtres humains comme de biens meubles, tels que c'est indiqué. Donc, depuis le XVIe siècle, là que ça a pris vraiment beaucoup plus de l'ampleur sur la pratique de l'esclavage, traite négrière, beaucoup plus au niveau de l'Afrique. Hein. Voilà pourquoi on dit que l'esclavage a une conséquence énorme par rapport au développement de l'Afrique. C'est une plaie béante au cœur de l'Afrique. Donc, ce processus... Et vous pensez que l'Africain, plutôt l'homme noir, entre guillemets, parce que je ne sais pas s'il existe un homme noir et un homme blanc, alors vous pensez que l'Africain ne s'est jamais remis des conséquences de ces fléaux dans le monde? Je ne pense pas. Il y a beaucoup d'Africains qui ne prennent pas conscience de dégâts que ça a commis l'esclavage au niveau de l'Afrique. Vous imaginez lorsqu'on viendra vous dire que vous avez vendu vos frères. Qu'est-ce que ça fait? Alors qu'on sait que la main-d'œuvre, cela, parce que cette thèse, nous refusons cette thèse de la vente des Africains par les Africains auprès de négriers.
Alors, quand on dit que vous avez vendu votre frère, et sachant que l'Occident avait besoin de la main-d'œuvre, le plus fort, c'est le plus fort qu'il cherchait. Vous n'avez qu'à voir le film de Koutankité, vous allez comprendre le mécanisme et comment ils ont monté toute cette machine-là pour essayer de prendre le plus fort et aller travailler dans d'autres cieux, aller travailler au continent européen et au continent américain. Et comment vous expliquer et aller même se battre en faveur de la France? Ben justement, en faveur de la France, ça c'est après. Mais comment vous allez expliquer que vous, votre petit frère, peut vous vendre? Parce qu'ils avaient besoin de l'aîné le plus fort pour aller travailler. Vous voyez que ce sont des thèses absurdes. Même les animaux protègent leurs enfants, a fortiori l'homme africain. C'est-à-dire qu'on nous a rendus au stade de l'ignorance, au-delà même, en dessous même de l'animal. Vous pensez, M. Kitoko, que la thèse selon laquelle l'homme, l'Africain a vendu ses propres fils pour des champs de canne à sucre et de café aux Amériques et pour d'autres travaux d'asservissement, d'avilissement en Europe, soit une thèse, une fausse thèse, un mensonge? C'est une fausse thèse, c'est une thèse que nous refutons, que nous refusons avec énergie, avec force, que nous rejetons avec force. Vous rejetez avec force, mais les Noirs, entre guillemets, je dis encore avec toutes les réserves du monde, que les Noirs ou les Afro-Américains, ils n'ont jamais oublié ça dans leur subconscient collectif, qui continuent à croire que vous les avez vendus. Vous avez vendu leurs ancêtres. Mais c'est ce qu'on les a fait croire. Vous imaginez qu'en Martinique et en Guadeloupe, on enseigne le Martiniquais et les Guadeloupéens qui sont descendants des Gaulois. Vous voyez ces mensonges de l'histoire. Et nous devons revisiter cette histoire-là que les colons nous ont enseignée. Jusqu'à aujourd'hui, je vous cite quelques exemples les plus simples. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à enseigner à nos enfants que Diego Cao, il a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Vous imaginez que nos aïeux n'étaient pas là à l'embouchure? Vous pensez que nos aïeux n'ont jamais vu cette embouchure? Il l'a découvert pour les Européens. Il devait enseigner aux Européens que j'ai découvert l'embouchure du fleuve Congo pour vous et non pas pour les Congolais. Parce que pour les Congolais étaient déjà à côté. Donc, à partir du moment où nous sommes dans les perspectives, dans le processus de la rétrocession de l'enseignement que l'Occident nous a donné, là, on n'est pas encore sorti du bout du tunnel. Hein. Mais par contre, pour revenir à la question que vous venez de poser tout à l'heure là, en ce qui concerne nos amis de l'Amérique, qu'on a fait croire qu'on les a vendus, il suffit de revisiter la question pour savoir, est-ce qu'il y avait l'esprit mercantile à l'époque? Ils ont bénéficié, ceux qui ont vendu ont bénéficié de quoi? Le canne à sucre, c'est dans le lieu où on a déporté, je préfère parler de déportation forcée, dans le lieu où on les a déportés, dans le lieu où on les a amenés pour travailler, c'était ça la concentration de travail dans les cannes à sucre. Vous pouvez vous imaginer, vous allez penser une seule fois que quelqu'un, il va vendre son fils aîné le plus fort de la famille, avec quelques bâtons de canne à sucre que l'Occident il va ramener, ou bien quelques gouttes du sel. Et puis on va les faire gober ça, pour justement faire penser à l'homme noir qu'ils sont aussi responsables, ils ont participé dans les dégâts de l'esclavage, traite négrière. Justement, cette thèse est dans la tête de plusieurs personnes dans le monde, que l'homme africain a vendu ses fils les plus forts, justement, moyennant les grains de sel. Et d'ailleurs, je vais ajouter une chose. Vous allez voir quelques morceaux de savon. Je vais ajouter une chose, un détail le plus important. Au début de l'esclavage, il n'y avait pas de chaîne. Les gens allaient volontairement. Pourquoi? Parce qu'on leur faisait croire qu'en allant dans d'autres cieux, vous allez voir un monde meilleur. Et quand le parent ont constaté que les enfants ne revenaient plus et que la terre était sacrée, que la famille était sacrée, en ce moment-là, ils se posaient des questions. Ils commençaient maintenant à refuser d'y aller. D'où l'intervention de chaînes, de manière forcée, et avec des fusils à pompe. Là, ça commençait à prendre vraiment d'autres ampleurs. Mais au début, c'est comme quelqu'un qui vient de l'Europe. On a vu l'arche des Zoé qui vient faire croire aux enfants du Tchad que vous amenez dans d'autres cieux pour aller vivre un monde meilleur. À cette fameuse arche de Zoé, c'est quand même dans notre étape, dans la seconde étape de ce magazine, justement de cette thématique, les néocolonialismes, ou plutôt les néo-esclavagistes.